7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de Saz. Bonjour Maud. Que faisiez-vous hier soir ? Je regardais la télévision. Ça alors ? Voilà. Puis j'ai arrêté au bout d'un moment, c'était insupportable. Et donc à la place, je me suis mis à lire les fils d'actualité qui décrivaient ce que j'aurais pu regarder. Voilà. Puis après ça, j'ai arrêté aussi, c'était insupportable. Et après ça, j'ai lu la presse qui commentait les fils d'actualité. Non, enfin, ouais. Je voudrais commencer par reposer un peu le débat. Un Français sur 5 n'a pas entendu parler des élections européennes. C'était un sondage du 8 mai 2024. Ah ouais, d'accord. Un tiers ne sait pas à quoi servent les élections européennes. Donc, ils ont raison, ça sert à rien. C'est comme à peu près toutes les élections. C'est décidé par des gens qui, de toute façon, ne sont pas démocratiquement élus. On appelle ça la Commission européenne. La moitié des Français vont décider de s'abstenir. Et il n'y a que les macronistes qui vont voter en gros. 34% de participation chez les jeunes contre 65% chez les seniors. 43% des foyers modestes contre 59% chez les foyers aisés. Ah oui. Voilà. Autrement dit, c'est papy et mamie de Gabi qui vont voter pour leur petit-fils. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont même les médias s'en foutent. Voilà, les élections européennes ont été 30% moins visibles en volume que celles de 2019. En gros, on a un peu plus parlé de la Coupe du Monde de rugby que des élections européennes. Voilà. Maintenant qu'on a un peu planté le décor, on va parler de la manière dont il y a un débat Attal-Bardella qui est en fait une espèce de répétition de l'entre-deux tours des élections présidentielles 2027. Ce fait qu'on a bien compris à quel point ni le Premier ministre ni son principal opposant n'en avaient eux-mêmes absolument rien à battre de ces élections européennes, puisque donc tous les arguments qui ont été échangés en fait ne comportait pas véritablement de choses qui étaient intéressantes par rapport aux élections européennes. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé à un moment donné, c'est Bardella a dit est-ce que des Français ont vu la facture d'électricité baisser ? Et Bardella a répondu non, évidemment, banane, c'est une réforme qui va rentrer en œuvre en 2026. Et là, Bardella, il dit rien, quoi. Séché. Quel malaise. Mais malaise total. Alors qu'en fait, il aurait dû dire, c'est bizarre parce que vous communiquez, vous Gabriel Attal, vous Bruno Le Maire, vous Emmanuel Macron et vous tout le gouvernement sur le fait que vous avez protégé les Français. Donc en fait, c'est vous qui mentez. Mais il le dit pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas ? En fait, les gens du gouvernement, Macron en tête, qui en fait est un chef de gouvernement plus qu'un chef d'État, passent leur vie à se féliciter de décisions qu'ils prennent comme si elles étaient performatives et immédiatement source d'effets réels dans la vie des Français, alors que non, pas du tout. Et il a raison, Gabriel Attal, de dire on a œuvré pour une réforme en 2026. Mais alors arrêtez de vous en vanter comme si déjà les Français avaient été sauvés de l'inflation. C'est pas vrai. Non, l'inflation, elle continue à matraquer les Français. Si votre caddie aujourd'hui coûte 125 € lorsqu'il coûtait 100 € en 2021. Voilà, 25% d'augmentation sur un caddie. Et venez pas m'expliquer qu'avec le prix des frigidaires, l'inflation elle est beaucoup moins forte. Moi, mon frigidaire, j'en achète un tous les 10 ans. Et tout était la même chose. Voilà. Par exemple, à un moment donné, Bardella se fait attaquer par Attal. Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro ? Pourquoi vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'UE ? En gros, pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre des opinions intelligentes qui sont les miennes ? On ne sait jamais, peut-être parce qu'elles sont intelligentes. Il aurait pu répondre. Parce que, l'idée, c'est qu'en fait, quand on est Gabriel Attal, on exige des personnes qui sont en face de soi une espèce de cohérence absolue qui fait que personne n'a le droit de changer d'avis sur 30 ans. En fait, si, voilà, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont changé d'avis, donc et ils sont devenus un peu plus européens qu'ils ne l'étaient. Ils s'en félicitent, Gabriel Attal, pas du tout. C'est dégueulasse, on lui a tiré un tapis sous le pied, donc il faut bien matraquer le fait qu'il ment. Parce que c'était, quand est-ce que vous mentez ? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui ? Gabi, toi tu mens aujourd'hui. Par exemple, et Macron aussi, le déficit public est établi à 5,5% du PIB en 2023. Alors, vous savez, on en a parlé déjà ici, Bruno Le Maire passait son temps à donner des prévisions totalement fantaisistes. Puis à la fin, ils avaient dit 4,9, plus personne n'y croyait. Et voilà, et on atteint 3100 milliards d'euros de dette. Alors, il avait été élu en 2017 comme quoi tout irait mieux. Alors, il explique évidemment entre le Covid, l'Ukraine, la grève des poulets et je ne sais pas quoi, les aubépines n'étaient pas en fleurs ce printemps. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a de bonnes excuses pour expliquer qu'en fait, tout a dérapé.
Et on demande à Macron, qui dit dans l'Express que sa stratégie est excellente, alors vous avez l'impression que tout va bien ? Non, pas du tout. On a changé de structure de dépenses pour privilégier les dépenses d'investissement plutôt que les dépenses courantes, les dépenses préventives plutôt que curatives. Nous avons beaucoup baissé les impôts. Non, en fait, si on regarde l'intégralité des taxes et des impôts, elles n'ont pas baissé. Et surtout, qu'est-ce que dit le FMI ? Parce qu'à propos de mensonges, puisque Gabriel Attal met ça sur le podium du mensonge, le Fonds monétaire international prévoit un déficit public à 4,5% du PIB en 2027 contre 2,9% pour la prévision du gouvernement. Ils sont en train de mentir. Gabi, Bruno et Manu. Cette différence tient, selon l'Organisation internationale, au fait que les principales mesures de revue et d'économie en dépenses qui sous-tendent l'ajustement prévu restent à identifier. Bruno Le Maire n'a même pas peur. Selon lui, le FMI valide intégralement la stratégie économique et financière du gouvernement. Non, pas du tout. Le FMI, il dit de nouvelles mesures de consolidation budgétaire sont recommandées à moyen terme en commençant dès 2024 afin de ramener la dette sur une trajectoire descendante. Les autres, mais ils n'ont pas peur, ils mentent droit dans leurs bottes, là. En regardant le FMI en face, un peu comme Gabi regardait Jordan. Et alors, même chose. Alors, vous voulez la priorité nationale dans la commande publique. Ça a toujours été proposé par le Front National. Alors, on doit les appeler En Marche et pas Renaissance, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que dit Olivier Luanzi, délégué interministériel au territoire d'industrie? Il bossait pour Hollande, donc on n'est pas allé chercher le nationaliste le plus frappant. Il a rendu un rapport sur la réindustrialisation demandée par Bercy. Là, il l'a rendu fin mars, début avril. Il dit qu'il y a des pistes. Un sursaut patriotique et une fierté à produire en France. C'est un mec payé par Bruno Le Maire qui le dit. C'est pas Jordan Bardella. La mobilisation des clauses miroirs. Tiens, ça aussi. Je veux dire, un fort investissement financier pour tenir tête au patriotisme et protectionnisme américain et chinois. Vous savez, les Chinois, c'est Xi Jinping, le gars qui erre dans le brouillard avec Ursula von der Leyen et Manu, du côté du Tourmalet. Un positionnement qui ne se limite pas aux innovations de rupture. La mobilisation de la commande publique qui pèse 10 à 15% du PIB national. Ça, c'est un rapport de Bercy qui dit comme Bardella. Et vous croyez que Attal l'a lu ? Non. Et vous croyez que Bardella l'a lu ? Non plus, ça c'est bête, il aurait pu en parler. Voilà. Le Premier ministre a aussi accusé Bardella de citer des accords commerciaux très différents les uns les autres et rappelé que le gouvernement et le président de la République se sont opposés au Mercosur. Si le Mercosur n'a pas été adopté ou signé, c'est précisément parce que la France, par la voix du président, s'y opposait. Voilà, ça c'est Gabriel Attal qui parle. Et qu'est-ce qu'il répond à Attal ? Que dalle. Mais par contre, si on écoute Rupert Schlegel-Schmich, S-C-H-L-E-G-E-L-M-I-L-C-H, au cas où les gens se demandent pourquoi j'arrive pas à le prononcer, négociateur en chef de l'UE pour l'accord UE-Mercosur. L'accord est toujours d'actualité. Le fait est que la Commission négocie toujours. Nous avons un mandat de tous les États membres, y compris la France, pour le faire. Je vais être très honnête, en ce moment, avec les élections et les agriculteurs dans la rue, dans beaucoup d'endroits en Europe, ce n'est pas le bon moment. On va donc attendre la fin des élections. Non, le président, il a dit qu'on ne le ferait pas, il nous protège. Non, en fait, on attend la fin des élections. Ça, c'est le négociateur qui dit ça. Il l'a dit au Brésil, le 2 mai, dans un journal brésilien. Pourtant, au Brésil, Emmanuel Macron a qualifié le texte élaboré il y a 20 ans de dépassé, a demandé l'ouverture des négociations sur un nouvel accord en repartant de zéro. Monsieur Schlegel-Schmich, il a dit au cours des 3 dernières années, nous avons veillé à ce que l'accord soit à jour avec tout ce qu'implique un accord commercial moderne. Donc je ne comprends pas pourquoi le président Macron a dit ça. C'est dommage que Jordan, il n'ait pas lu ce que disait Schlegel-Schmich dans les journaux brésiliens. Voilà, parce qu'il aurait pu dire aussi, mais les eurodéputés, élus en 2019, il y en a 23 Renaissance, ils ont voté tous les accords commerciaux avec le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, le Kenya ou le Chili. Donc il a raison, Bardella, de parler d'accords commerciaux très différents, parce que Renew les a tous votés. Ouais. Voilà, il y a 23 députés Renaissance au Parlement européen, ils votent à chaque fois. En fait, le seul Renew, d'ailleurs, le groupe dont font partie les macronistes, vote en faveur des textes. Donc Bardella, il avait un boulevard. Il aurait suffi qu'il fasse comme moi, 5 minutes sur Internet. Voilà. Il y a 23 députés Renaissance au Parlement européen, puisqu'ils se sont aussi un peu accrochés sur l'agriculture. Tous les députés Renaissance ont voté de la ferme à la table. La première pierre du pacte vert européen. Ouais. On aurait pu le rappeler. Ils sont 22 à avoir voté le texte sur la restauration de la nature, qui oblige les États membres à restaurer 30% des habitats dégradés. Voilà. Donc, autrement dit, ils font tout pour faire braire les paysans français. Voilà, donc, et ça, c'est leur vote. C'est leur vote aux européennes. Ils sont 22 à avoir voté le pacte asile et migration. Voilà. Et ils sont 22 à avoir voté les règles révisées de la directive dite permis unique, destinée à simplifier les procédures de demande d'un titre de séjour et d'un permis de travail pour combler la pénurie de main-d'œuvre sur le marché européen.
Parce que là aussi, ils ont expliqué le pacte asile et migration. Ils ont à chaque fois fait en sorte que tout le monde, les Renew, vote à 22 sur 23 ou 23 sur 23, toutes les choses qui sont néfastes pour les Français. Tous les députés Renew ont voté pour qu'il n'y ait pas de droit de douane sur les importations ukrainiennes. Voilà. Donc c'est une catastrophe absolue. Voilà. Mais Jordan, il n'avait pas préparé les mêmes fiches que moi, quoi. Non mais en fait c'est marrant ce que vous dites. Enfin c'est marrant. C'est tragique. Non, Maud, c'est tragique. C'est vrai, c'est grave ce qui se passe. Alors, on s'était mis d'accord sur les éléments de langage. Non mais parce que d'un côté vous avez Bardella effectivement qui a très mal préparé son sujet visiblement, et de l'autre Attal qui a quand même été gentil sur ses attaques, j'ai trouvé. Enfin, il aurait pu... Non, j'ai trouvé qu'il a été méprisant et odieux. Non, mais méprisant comme dans l'attitude, oui, mais je trouve dans le fond, les deux finalement sont restés quand même à la surface des choses, quoi. On aurait pu, vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on aurait pu attaquer Bardella et d'autres éléments qui auraient pu servir de cible pour, Bardella était un peu plus facilement attaquable. Enfin, il était impressionné. Hein. Il était attaquable surtout. Hein, parce que, je voudrais pas rajouter un peu d'eau dans la baignoire qui est en train de couler dans la mare sur laquelle on a tapé du poing, mais le RN a voté l'accord final entérinant la réforme de la PAC. La plupart des amendements de leur groupe Identité et Démocratie ont été rejetés. Mais plus étonnant, alors qu'il affirmait en 2019 vouloir réduire les inégalités de traitement entre gros et petits agriculteurs, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a voté pour un amendement qui rend facultative une aide redistributive complémentaire aux revenus. La tête de liste du RN a aussi rejeté toutes les propositions qui diminuaient le montant maximal des aides touchées par les plus gros agriculteurs ou accentuaient la dégressivité des aides. C'est ça le problème. Et dire Bellamy fait une très bonne campagne européenne, c'est qu'en fait, Bardella s'est concentré sur la France. Voilà. Alors là, c'est une élection pour être député européen. Donc il aurait dû bosser. Alors il y a quelques députés RN qui bossent. Au Parlement européen. Oui. Il y en a 3 ou 4. Il y a quelques députés RN qui bossent au Parlement français. Il y en a 10 ou 15. Voilà. Mais heureusement, les Français n'en ont rien à battre. Voilà. Donc, en fait, ce matin, les gens de Renaissance disaient « Ah, c'est génial, Gabriel Attal, il a été excellent. » Non, il n'a pas été excellent. C'est un élève de Sciences Po. Il a appris ses fiches. Voilà. Et puis, quand quelqu'un lui écrira d'autres fiches, il lira les mêmes fiches avec la même conviction et le même petit du Marine Le Pen. Hein. Oui. Voilà. Et Bardella, lui, en revanche, il a 28 ans. C'est un bel âge, Je dis pas ça parce que j'en ai 42 plus que lui, hein, ou presque. Hein, mais voilà. Mais donc, il faut qu'il vieillisse, Bardella. Ça tombe bien, il a encore 3 ans, donc il faut qu'il en profite. Et puis alors tous les commentaires, tout le monde est unanime sur les réseaux. Je pense par exemple à Pascal Humeau qui avait témoigné, je crois, dans Enquête exclusive ou complément d'enquête, quelque chose comme ça, au sujet de Bardella, parce qu'il l'avait formé en média training. Il faudrait un terme français pour ça. Entraînement médiatique. Entraînement médiatique. Oui, très bien. Voilà. On vient d'inventer un truc, c'est fou, génial. Hein. Merci beaucoup. Bardella n'a pas suffisamment préparé ce débat, l'un des plus importants de cette campagne. Pas de mystère, on ne peut pas se permettre d'y aller au talent. Et c'était déjà ce qu'il avait dit plus ou moins lors de ce complément d'enquête. En fait, ça reprend tout ce qu'on dit depuis le début, quoi. Oui, il faut bosser. En fait. C'est un peu comme ce que vous faites, Maud. Merci. C'est vraiment remarquable tout ce que vous faites à Radio Courtoisie. Moi, quand je vois la somme de travail que vous engagez, c'est vrai, même pour des chroniqueurs comme ça de seconde zone, mais moi je suis bluffé. Vous êtes dur avec vous-même. Non, faut être franc. Vous recevez un sénateur juste après, voilà. Oui, François-Xavier Bellamy a attaqué le fait qu'il y ait ce débat, en fait, qui soit une espèce d'énième débat Le Pen-Macron, en gros, et d'être un peu relégué au rang de commentateur. Il a parfaitement raison, et j'avoue en plus que de la part de Gabriel Attal et de la Macronie en général, c'est une erreur de calcul total. Ils essayent d'hystériser le débat. Alors d'abord, c'est eux qui nationalisent le débat, c'est pas leur Rassemblement national qui nationalise. Ils nationalisent, eux, Renaissance fortement, y compris Emmanuel Macron en tête. Le vrai problème, c'est que c'est Glucksmann qui menace maintenant Valérie ailleurs. Oui. Voilà. Donc le fait de ne pas mettre Glucksmann dans le coup, c'est une fragilité pour le camp présidentiel. J'espère que ça va vraiment leur retomber sur le bec. Qui avait le plus à perdre en fait avec ce débat, Bardella? Jordan Bardella.
Oui, c'était lui. Voilà. L'un est absolument persuadé que de toute façon, il y a un rejet absolu de la Macronie chez son électorat, et c'est vrai. Et une fois de plus, vu les sondages, vu ceux qui vont voter, etc., les jeux sont déjà faits. Les macronistes sont absolument aveuglés sur tout ce que fait Emmanuel Macron. Et une fois de plus, même quand le négociateur en chef de l'Union européenne explique que Macron yoyote de la touffe, d'abord les journaux français n'en parlent pas, et ensuite, évidemment, Bardella et Attal, expliqueraient que c'est faux si jamais on lui posait la question. Et de l'autre côté, voilà, tous les gens qui votent Rassemblement National sont persuadés, à juste titre, que c'est sans doute la dernière occasion qu'ils ont de s'exprimer avant qu'une chape de plomb encore plus complète ne dégringole sur leur tête. Est-ce que ce débat aura un impact, selon vous, sur les sondages ? Oui, sur les sondages, un petit peu. Ah ouais. Voilà, on va attendre ce que Odoxa va raconter, mais voilà, oui, sans doute, on va expliquer que Bardella est trop jeune, etc. Mais si jamais on pose la question, est-ce que vous trouvez que le gouvernement est crédible, est-ce que vous trouvez que Macron est un bon président, oui, ça va pas beaucoup changer. Ouais. Beaucoup merci, j'allais dire. Bah oui, mais merci, très bien, bonne journée à vous. Merci Richard de ça, à la semaine prochaine. Au revoir Maud.